que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'affaire Henri Paccioni. L'affaire Henri Paccioni, appelée aussi affaire Michel Moriamé, du nom de la victime, avant qu'il y ait une condamnation, est une affaire criminelle française, dans laquelle la victime, Michel, disparaît subitement le 1er avril 1989. Son ex-compagnon d'alors, Henri Paccioni, sera reconnu comme étant l'auteur des faits, ayant eu lieu au domicile de la victime. Le 29 mai 1989, la mère de Michel Moriamé s'était rendue à la gendarmerie de Marignane, dans les Bouches-du-Rhône, non loin de Marseille, où elle signale la disparition de sa fille, âgée de 29 ans alors, inquiète de ne pas avoir de nouvelles d'elle depuis environ 2 mois. Henri Paccioni, âgé de 40 ans, croise la route de Michel Moriamé, 23 ans, en 1982. Il est bel homme, aux yeux bleus électriques, de forte carrure, avec un sourire désarmant. Mais le mental est en berne, car il vient de quitter son épouse. Au retour d'un de ses longs déplacements à l'étranger, où il travaille sur des plateformes pétrolières, le plongeur de la Cormex s'est aperçu que son meilleur ami l'a remplacé dans le cœur de sa femme. Humilié, il fait sa valise, laisse la maison et ses 3 enfants et retourne chez ses parents. Quant à Michel, secrétaire intérimaire à la Comex, où travaille Henri, elle a choisi de quitter ses parents dès l'âge de 17 ans pour vivre libre. Une nuit, Henri et Michel s'aiment. Rapidement, ils font vie commune, mais aussi vite, ils se séparent. Henri la trouve un peu trop libre. Au retour d'une plongée, elle lui annonce être enceinte. « Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander de qui », racontera-t-il plus tard. Il accepte pourtant, achète une maison, y installe la jeune femme. Émilie, qu'il reconnaît, naîtra en janvier 1984. Mais les chaos répétés de la vie ne s'arrêtent hélas pas là. En juin 1986, pour Henri, c'est l'accident, sur une plateforme au large du Congo. Il en revient affublé d'une méchante fracture à la jambe, qui le laissera boiteux toute sa vie. Il a fini de plonger, rentre à Marseille, se recycle comme il peut dans les laveries automatiques. Mais ici, dans la grande cité phocéenne, la vie à port fixe, pour ce nomade des mers, a un goût amer. Pour Émilie, Henri et Michel vivent parfois ensemble, font parfois chambres séparées, au gré des humeurs de l'un et de l'autre. Le bon Henri perd son calme, fracture du nez pour Michel. La raison de la discorde, Émilie, leur petite fille, toujours et encore. Elle est psychotique, atteinte de troubles persistants du comportement, angoissée à l'extrême, victime d'une mère surprotectrice, face à un père quelquefois violent, sédaté même quelquefois lors de ses crises. Elle voudrait la placer en institution spécialisée, mais lui, en bon latin, s'y refuse fermement. Plus tard, ils découvriront qu'Émilie est en fait autiste. Ce père est prêt à tout pour le bonheur de sa fille. Quand Émilie regarde son père, on sent tout l'attachement du monde. Et quand il regarde sa fille, il va jusqu'à nier la maladie de sa fille. C'est assez extraordinaire de voir ça. Il est capable de tout par amour pour son enfant. À chaque crise que Émilie fera, son père est le seul à pouvoir calmer sa fille. Il est le seul à avoir les mots et les gestes qui la réconfortent. Tendrement, calmement, il la rassure, la prend dans ses bras et lui confectionne un petit nid douillet devant son film préféré. Il n'en faut pas plus à la petite Émilie pour se calmer. Son père est tout simplement son port d'attache, son héros. L'enquête qui est ouverte se tourne alors vers Henri Paccioni, l'ancien compagnon de Michel Moriamé, avec qui elle a eu une petite fille prénommée Émilie, malheureusement atteinte de divers troubles cognitifs. Bien que séparés, ils vivaient encore sous le même toit, afin de s'occuper au mieux de leur fille. Malgré tout, Michel avait confié à sa mère qu'elle se méfiait de lui, car il s'était déjà montré violent envers elle.
L'enquête montrera également qu'elle avait déjà rédigé son testament, fait plutôt rare pour une femme qui n'a pas encore 30 ans. Tous ces témoignages sont largement minimisés par Henri, affirmant que Michel avait l'habitude de disparaître sans laisser de nouvelles et avait un comportement tel qu'on l'a surnommé « pomponnette », en référence au film La femme du boulanger de Marcel Pagnol, où le boulanger se plaint du comportement volage de sa femme en s'adressant à la chatte pomponnette. Toutefois, la disparition remonte déjà à 2 mois, aux alentours des 31 mars ou 1er avril. Interrogés, des voisins disent avoir effectivement entendu des cris ce soir-là. Les recherches amènent la découverte d'un nouveau protagoniste, faisant partie de la vie de Michel, un certain Paul, prothésiste dentaire, qu'elle connaissait depuis peu de temps et avec qui elle aurait prévu de se marier très prochainement. Une voisine dira avoir entendu des cris et voir un homme partir très précipitamment de l'appartement. Mais elle certifie avec certitude que ce n'était pas Henri, car Henri boitait. Au cours de l'enquête, le caractère violent et irascible de Henri ressort clairement, et divers témoignages indiquent qu'il a quand même de nombreux antécédents. Une main courante avait d'ailleurs déjà été déposée à son encontre. Devant l'accumulation des soupçons, il est finalement placé en garde à vue le 18 octobre 1989, à Marseille. À ce moment de l'affaire, je vous dis la première version. Lors de la garde à vue, Henri Paccioni reconnaît certes avoir donné une gifle à Michel, la faisant tomber. Elle serait décédée à la suite d'un traumatisme crânien, sa tête ayant heurté un objet au cours de sa chute. Par la suite, il reconnaîtra avoir jeté le corps dans le canal du Marignane, mais aucune trace de Michel n'y a jamais été retrouvée. Henri Paccioni est mis en examen pour homicide volontaire. En prison, il tente de mettre fin à ses jours en s'immolant, mais s'en sortira avec des brûlures au 3e degré sur 50% de sa surface corporelle. Cela lui vaudra 1 an et demi de soins en milieu hospitalier, dans l'attente de son procès. Le 25 juin 1991, à l'ouverture de son procès, l'accusé plaide coupable. Simultanément, au cours des recherches complémentaires, un corps est retrouvé dans un étang proche du domicile de Michel. Il est très difficilement identifiable, ayant subi de multiples amputations et séjourné très longuement dans l'eau. Devant l'impossibilité de savoir s'il peut s'agir de Michel, le procès est renvoyé à plus tard en attendant de plus amples résultats. 3 mois plus tard, alors qu'il était encore hospitalisé pour soins à Hyères dans le Var, Henri Paccioni réussit à s'évader et s'enfuit chez sa mère, où il récupère sa fille Émilie, dont les progrès d'éducation restent désespérément lents et en retard sur les enfants de sa génération, avant de partir avec elle pour la Sardaigne et ensuite pour le Brésil, où il travaillera un certain temps dans les émeraudes, au Rwanda puis au Caire, où il achète et revend des diamants. En France, la médecine légale a parlé. Le corps retrouvé dans le canal est de sexe masculin. Il sera totalement identifié par la suite et n'a donc aucun rapport avec l'affaire. Pendant 4 ans, le fugitif et sa fille restent introuvables. Mais en janvier 1996, Henri Paccioni revient dans les Bouches-du-Rhône, soi-disant contraint par ses affaires, et fait l'objet d'un banal contrôle de gendarmerie, au cours duquel l'un des agents le reconnaît. Il est donc arrêté, placé en garde à vue et avouera alors sans difficulté avoir étranglé Michel. En revanche, lors du procès, devant la cour d'assises, il nie tout en bloc et fait cette déclaration. « Je dois vous dire toute la vérité. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je n'y étais pas. » Il sous-entend un secret impossible à révéler. Par peur, et ajoute « Je ne veux pas qu'un jour on puisse dire à ma gosse que j'ai tué sa mère. » Finalement, condamné à 12 ans de détention, il est libéré en 2001. Il vit alors à Marseille avec Émilie qui a grandi, souhaitant retourner au Brésil afin qu'elle puisse y bénéficier d'une meilleure prise en charge. À la journaliste d'investigation Frédéric Lantieri, celui qui est désormais un vieil homme rangé n'avouera qu'une seule chose,
J'ai toujours fait le maximum pour Émilie. » Cette affaire fut largement couverte par tous les médias. Encore aujourd'hui, l'épopée criminelle du plongeur marseillais, reconverti en aventurier hasardeux, de surcroît père d'une fillette handicapée, fait l'objet de plusieurs reportages de télévision et d'articles de presse. Remise au goût du jour en août 2015, dans le cadre d'une émission télévisée populaire traitant de l'affaire, le cas singulier Henri Paccioni n'a pas manqué d'interpeller nombre de curieux, passionnés et pas toujours bien informés, il est vrai, et a conduit à des débats houleux, notamment sur les réseaux sociaux, remettant même en cause la culpabilité d'Henri Paccioni et sa condamnation. Revenons sur les faits importants de cette affaire, ainsi que la deuxième version. Michel était-elle une mauvaise mère qui brutalisait son enfant ? Certains témoignages le confirment, comme celui de la baby-sitter. Voici son témoignage. La petite Émilie se couchait par terre. J'essaye de lui parler et j'essaye de lui faire comprendre qu'elle ne doit pas se coucher par terre. C'est là que sa mère lui dit une phrase terrible. Il faut lui tirer les cheveux, la secouer, et là, elle va comprendre. C'est là qu'elle me le montre. Je suis restée choquée. Pour certains, Michel était dépassé par la maladie de sa fille. Elle n'était pas à la hauteur. Pour Henri, la cause de la maladie de sa fille serait les suites de maltraitance et de somnifères que Michel lui donnait pour la faire taire depuis toute petite. Mais pour Michel, c'est suite à une dispute violente avec Henri que Émilie s'est enfermée, créant un terrible choc. Mais plus tard, cette terrible dispute était en fait entre Michel et la mère d'Henri, et Émilie n'était même pas là. Vrai ou faux ? Les crises du couple devenaient de plus en plus violentes, toujours au sujet de leur fille Émilie. Et d'un souci autre, Michel était volage et libertine. Le jour présumé de la disparition de Michel, Henri était avec des amis, jouant au poker, ce qui a été vérifié et validé par les enquêteurs. Et c'est vers 2 heures du matin qu'il a ramené Émilie chez sa mère à Marignane pour la coucher. Mais avant de repartir, comme un bon père de famille, il veut s'assurer que Michel est bien là. C'est là qu'il constate qu'elle n'est pas là. Elle semble être partie après une soirée romantique, en découvrant sur la table 2 coupes de champagne. Cela l'a rendu furieux, car elle n'était pas là pour sa fille, préférant sa petite vie au lieu de sa fille. De son côté, Paul, le nouveau compagnon de Michel, confirmera avoir passé la soirée avec Michel chez elle, avant d'aller dîner au restaurant, en amoureux. Ils se seraient quittés aux alentours de minuit. Pendant l'interrogatoire, le magistrat, persuadé de la culpabilité d'Henri, appuie sur la corde sensible. Si Henri n'avoue pas le meurtre de Michel, il risque de perdre à tout jamais la garde de sa fille, qui sera placée dans une institution ou pire, dans la famille de Michel. Pour lui, c'est un immense choc. D'être séparé de sa fille, c'est sa plus grande peur. Du coup, Henri passe aux aveux. Mais il dira qu'il ne pourra jamais dire où est le corps de Michel, car il ne l'a pas tué. Pour la justice, Henri a tué sa compagne car elle maltraitait leur fille Émilie. Mais ce qu'ignore la justice, c'est qu'elle va se trouver confrontée à une incroyable énigme. Où est le corps ? Une chose très importante à redire dans cette affaire. La voisine de palier d'Henri a affirmé aux enquêteurs avoir aperçu un homme en noir, avec un chapeau, la fameuse nuit de la disparition de Michel. Pour elle, cet homme ne pouvait pas être Henri, car l'homme ne boitait pas. Car souvenez-vous, suite à un accident, Henri boite et boitera malheureusement toute sa vie. Pour l'avocat de la défense, Henri couvre le vrai coupable. Moi, je crois qu'il cache un secret. Voilà. J'ai toujours pensé qu'il y avait un secret. J'ai toujours été persuadé que ce n'était pas lui qui avait tué, mais qu'il couvrait quelqu'un. 19 ans plus tard, avec les enquêteurs, Henri se retrouve sur les lieux supposés où il aurait jeté le corps de Michel. Voici son témoignage. Voilà les lieux où j'aurais jeté mon ami Michel. J'ai pris ça dans les bras
et je l'ai posé dans l'eau. Alors ben, tout le monde était content, on a applaudi, bravo monsieur Pacchioni, c'est super. Mais il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. J'ai jamais posé mon Yamé Michel là. Mais moi, dans ma tête aussi, j'ai dit, bon, ben, il faut voir. Quand on est arrivé là, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de courant, il n'y a rien du tout, c'est impossible. Eh ben non, ça fait rien. Que pensez-vous de cette affaire? Henri est-il coupable ou innocent? C'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.